Ils sont des références dans leur domaine. Ils ont gagné, brillé, parfois surpris et ils ont des expériences à confronter. Start Talk, c'est un face-à-face entre deux personnalités qui viennent de deux univers opposés mais qui ont tant à partager autour de thématiques chères au monde de l'entreprise. Je suis Gaëlle Millon, journaliste et j'accueille aujourd'hui un trompettiste de jazz, compositeur et chef d'orchestre et un rugbyman retraité des terrains, dirigeant et consultant. Start Talk a réuni pour vous Laurent Mignard et Mathieu Blin. Salut messieurs. Salut. Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce premier numéro. Mathieu, rugbyman aux 1000 vies, plus de 200 matchs officiels sur le terrain, bien plus en coulisses sur les plateaux télé aujourd'hui. Toujours un ballon ovale entre les mains ou pas loin depuis vos débuts en Seine-et-Marne dans le club tout près de la maison en 1988. Les bases ont dû être solides pour grandir et durer dans ce monde-là. Est-ce qu'il y a eu aussi dans la construction de Mathieu Blin des sacrifices ? Ah bah oui, beaucoup, mais je crois des sacrifices sur la version plutôt privilégiée et pas des sacrifices vitaux ou obligatoires. Donc il faut toujours remettre, je pense, ce sujet des sacrifices plutôt en perspective, sinon on se raconte des mauvaises histoires. Il y a eu aussi beaucoup de legs intergénérationnels de la famille autour du sport, de la pratique du sport, pas à haute intensité dans le haut niveau, mais plutôt dans la transmission, plutôt dans l'éducation. Mes grands-parents, ma grand-mère qui est une des premières professeurs d'EPS femmes, qui était l'élève de mon grand-père, donc en plus il y a une petite romance à l'intérieur de ça. Donc des bases solides de il faut être avec les autres. Quand on est avec les autres, la vie est toujours mieux, plus intéressante, douce, même si elle est compliquée. Et quand je commence à Nemours, le rugby, c'est en suivant les copains, c'est en étant à l'époque un peu plus costaud, alors que toute ma carrière ensuite, je faisais partie de ceux qui l'étaient le moins. Donc ça, c'était un sacrifice, en tout cas, par rapport à ma représentation, à moi, de comment j'arrivais à me voir, avec un sentiment de est-ce que les choses m'appartiennent vraiment, est-ce que je suis un imposteur du début jusqu'à la fin. Et ça a duré, même après la carrière, pour essayer de bien redémêler tout ça. Et en termes de sacrifice, il a fallu faire beaucoup de week-ends, beaucoup de vacances, sans être avec les copains, parce que justement, il n'y avait ni de soirée à faire, ni de rigolade à avoir, parce qu'il fallait s'entraîner et s'entraîner. Et beaucoup de semaines sans sa famille aussi, quand on doit passer par l'internat pour commencer à faire Sport ses études pas. rugby, tu as raison. Moi, j'avais 15 ans, je suis parti, j'avais l'impression d'être dans un château fort extraordinaire. J'étais à Sceaux, au lycée La Canale, où il y avait collège, lycée, classe préparatoire, avec 3 ou 4 étages, avec un grand parc. Donc tout d'un coup, tu as l'impression d'être un peu comme ces anglo-saxons dans des campus. C'était pas trop sacrificiel, ça. C'était plutôt assez incroyable. C'est, je crois, les plus belles années de ma vie, puisque tout s'est très bien passé. Lycée classique, où j'ai fait en sorte que on me fasse pas chier sur les études, que mes parents me laissent tranquille, donc de pouvoir faire beaucoup de rugby ou d'être avec les copains. Et puis je me suis créé des copains de ma vie qui sont mes frères de cœur presque 40 ans après. Donc ça a été complexe parce qu'il a fallu partir de Seine-et-Marne, là où j'avais passé 15 ans, même si je suis né à Paris. Et ce départ, alors que ceux qui m'avaient amené au rugby de haut niveau étaient ceux de Nemours, de la Seine-et-Marne. Et de partir, il y avait un petit peu un début de sentiment d'abandon, de laisser aussi mon amoureuse de l'époque. Et finalement, ça s'est quand même super bien mis en place parce que cette vie d'interne était assez incroyable. Et puis parce qu'il y avait des bases solides, comme vous venez de le dire. Laurent, vous avez fait des études de gestion et de marketing à Dauphine, bossé 3 ans dans la pub, et puis un jour, vous avez choisi la musique. Pourquoi ? Alors, figure-toi que nous avons en commun la Seine-et-Marne, puisque toi, tu es de Nemours, mais moi, je suis de la région de Coulommiers, où il y avait d'ailleurs un bon club. Oui, oui. Et tu parlais de transmission, et j'ai vécu également cette transmission, mais moi, je suis un musicien de la fanfare et de l'harmonie municipale dans mon village, Bello, dans la vallée du Petit Morin. Et mon père jouait de l'accordéon. Et donc, j'étais tout naturellement, avec mon frère, le premier élève de l'école de musique qu'on a créée dans le village. Et mon premier travail d'ailleurs, c'était de lui remettre les partitions qui tombaient du pupitre, parce que c'est ce que j'appelle un musicien pavlovien, il ne pouvait jouer qu'en lisant les notes. Et si les partitions tombaient, eh bien il fallait les remettre devant ses yeux. C'est comme ça que j'ai commencé, mais j'étais programmé pour faire des études. Mon père était maire du village, il dirigeait la cidrerie familiale, qui était le plus gros employeur de la région du canton. Et puis j'étais programmé pour
reprendre la cidrerie. Et donc, j'ai fait des études supérieures. Je marchais pas trop mal à l'école. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était musicien, parce que j'avais découvert le jazz à la fac. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui est bien. Mais tu parlais d'imposteur tout à l'heure, j'ai été longtemps un imposteur. Un musicien amateur qui joue pas mal, qui va jouer dans les soirées d'étudiants, qui va utiliser la trompette. Alors toi, tu étais obligé d'abandonner la copine, mais par contre, moi, la trompette dans l'orchestre, ça me permettrait d'aspirer des copines. C'était pas mal à l'époque quand j'étais étudiant. Et j'ai commencé à travailler tout en étant musicien amateur, et je me suis rendu compte, plus j'avançais, que j'étais vraiment un imposteur. Et à un moment, j'ai arrêté, je me suis dit, je vais me mettre vraiment au travail. Et ça m'a pris presque 10 ans, alors beaucoup plus tard que toi, vers mes 23, 24 ans, où là, pendant d'abord 3 ans en intensif, et ensuite dans les 7-8 ans qui ont suivi, je crois que j'ai dû travailler la musique entre 12 et 14 heures par jour, quoi. Tout ce qu'on peut imaginer, reconstruire toutes les bases, ça va de réapprendre la trompette de A à Z, l'arrangement, la composition, le piano, l'orchestration, tout ce qu'il faut savoir pour prétendre devenir musicien Et professionnel. c'est toi qui t'es reprogrammé par rapport à ta découverte de ce que tu voulais absolument faire, mais il y a eu quelque chose qui a déclenché, il y a un événement, il y a un moment un peu déclencheur de cette reprogrammation et de ce choix de dire non, non, c'est là où je vais aller. Ouais, je travaillais dans la pub, dans une boîte de promotion des ventes. Et j'étais chef de groupe. Je me souviens, on était en train de rédiger une recommandation de communication pour Moulinex. Et la chef de pub qui travaillait avec moi faisait une nocturne, on était ensemble, et elle a fait un accident vasculaire sur son Mac. Et il était 2 heures du mat, on était en nocturne, et moi j'ai commencé à flipper. Je l'ai renvoyée chez elle par le SAMU. J'ai terminé le boulot. Le lendemain matin, j'étais en présentation en clientèle. Et à midi, j'étais dans le bureau du patron lui expliquant ce qui s'était passé. Et la seule réponse qu'il a eue, c'était de me dire, mais qu'est-ce que tu faisais là? Je dis, bah, j'étais avec elle. Il dit, mais tu n'avais pas à être là. Tu la manages mal. Si elle n'a pas fait le C'est boulot, ta faute. c'est Pas c'est pas la bonne organisé. personne. Vous êtes mal organisé. Toi, ton objectif, c'est de faire de la marge. Alors là, je me suis vraiment posé des questions. Et 2 jours après, je lui présentais ma démission en disant que mon objectif dans la vie, c'était pas de, de surmarger sur les clients et d'étrangler les fournisseurs. Donc je voulais reprendre le cours de ma vie. Est-ce que ce moment-là, c'est une prise de risque ou c'est au contraire une bouffée d'oxygène? C'est les deux, mais ça demande un sentiment de partir à l'aventure, en fait. En fait, c'est la foi qui m'a guidé. La foi dans quelque chose qui semblait impossible. C'est pas un rêve, c'est une aspiration. Et ce qui entretient la foi, c'est le fait que chaque jour qui passe, on se rend compte qu'on est en train de progresser, que les limites sont repoussées, et on se dit vivement la prochaine. Et on ne regarde pas forcément le temps qu'on y passe, parce que c'est passionnant d'explorer un territoire et de s'explorer soi-même, parce qu'on grandit en même temps. Donc il n'y a pas de souffrance particulière. En revanche, c'est vrai que sur la construction familiale et les copains, bah, je me souviens très bien que pendant 15 ans, j'étais monoculturé, quoi. Il n'y avait que le jazz qui comptait, les autres musiques, c'était de la merde. Et j'embêtais tout le monde avec ça, quoi. Tu nous embêtes avec ton jazz. Mais moi, j'étais monoculturé. Et jusqu'au moment où j'ai pu enfin prendre suffisamment confiance en moi pour commencer à me réouvrir. Mais cette période d'apprentissage, bah, on est dedans à 100%. Je veux dire, on ne peut pas faire ça et autre chose quand on veut vraiment prétendre à l'excellence. Le travail est la solution et c'est ce qui permet finalement d'arriver là où on veut arriver. Le travail, c'est pas un but, c'est un prérequis. C'est-à-dire que sans travail, tu fais rien, mais la valeur ajoutée, elle arrive un peu après. La valeur ajoutée émotionnelle et créative. Mais sans le travail et sans les bagages, c'est même pas la peine de prétendre à quoi que ce soit. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et ça, on l'apprend un petit peu après. Il y a un lien entre les déjà différentes vies, celle du publicitaire, celle du fils d'entrepreneur et cette musique? Oui, j'ai relié les points en plusieurs occasions, notamment en montant une entreprise de communication par la musique dans laquelle je réactive tout ce que j'ai appris à la fac dans mes études de gestion et de marketing, dans la pub,
et ça me permet de monter des actions de communication en parallèle de mon métier de musicien. En fait, j'ai plusieurs vies, j'ai plusieurs métiers que j'active en même temps. Et je crois pouvoir dire que chacune nourrit l'autre, en fait, aujourd'hui, oui. Donc, ouais, là, je suis arrivé à une période de ma vie où je suis content d'avoir relié les points. Le grand saut dans l'inconnu, Mathieu, vous l'avez vécu aussi en quittant votre club formateur qui était le Racing pour rejoindre le Stade Français, c'était en 97. C'est quoi la ressource qu'il faut à ce moment-là pour réussir le changement? La ressource qu'il faut, c'est, je crois, l'accompagnement, quel qu'il soit. Là, en tout cas, c'était mes deux meilleurs amis qui s'appellent tous les deux Mathieu. Donc, nous étions les trois Mathieu d'Île-de-France qui, au même moment, n'étaient plus regardés suffisamment fortement par le Racing. Et une rencontre d'un des trois Mathieu nous permet d'être en relation avec le Stade Français qui venait de recomposer l'équipe professionnelle avec les Vincent Moscato, Serge Chimon, Gimbert, donc les Raptous, ceux qui étaient à Bègle-Bordeaux, bien sûr Bernard Laporte qui était entraîneur, et ils étaient champions de France 1998, donc très 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 rapidement quand le Stade Français est revenu. Ils ont fait la même chose sur les plus jeunes. Donc la ressource, c'était cet accompagnement affectif des amis pour pouvoir encadrer le changement. La ressource, c'était aussi énormément de, non pas de colère, mais de, me concernant, une grande tristesse de ne pas avoir été suivi jusqu'au bout, alors que les années précédentes, je faisais partie de ces leaders, ou en tout cas de ces chefs d'équipe, qui tout d'un coup, pour des raisons diverses et variées, n'avaient pas le même regard. Donc il a fallu aussi une énergie personnelle et intime, non pas de revanche, parce que j'avais absolument tout à faire, mais une ressource de absolument être omnibulé. Tu parlais de monoculture. Moi, j'étais dans cette monoculture de vouloir réussir en Île-de-France, d'être comme ceux qui étaient un petit peu plus vieux que moi, et je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc il a fallu ces ressources-là. Il a fallu aussi les ressources. On parlait tout à l'heure d'où on venait. Moi, je suis un des premiers enfants à avoir des parents divorcés qui étaient sur de la garde partagée dans les années 77, 78, 79. Une famille très aimante avec des parents qui ont refait leur vie mais qui sont les meilleurs amis du monde. Les beaux-pères, les belles-mères, les demi-frères sont tous très amis. Cette famille à rallonge. Donc je crois que c'est pour ça que ça avait été facile, l'internat, une famille à rallonge. Et de pouvoir changer du Racing pour aller au Stade Français, je restais en Île-de-France. Je suis né à Paris, j'étais francilien, donc je prolongeais une autre rallonge sans qu'il y ait forcément plus de soucis que ça à faire, sinon d'essayer de se refaire la place au Stade Français, bien sûr. Ce qui n'était pas évident, hein, parce que monoculture en rugby en Île-de-France, il n'y avait pas non plus un champ des possibles incroyable. Bah, il n'y a pas un champ énorme, même s'il y a énormément de clubs en Île-de-France, mais dans le très haut niveau, bien sûr que ça appartient à notre magnifique sud-ouest ou sud-est. Donc oui, il n'y avait pas d'opportunité incroyable. Le Racing était bien plus en avance chez les jeunes que l'était le Stade Français, et inversement, le Stade Français commençait à truster les résultats chez les pros. Donc c'était sympa aussi de faire partir de ce début d'histoire, d'être ces plus jeunes, parce qu'en fait, ils ont réuni au Stade Français ceux qui étaient en sport-études, ceux qui étaient dans les sélections Île-de-France, comme les meilleurs musiciens qui pourraient être entre différents conservatoires de l'Île-de-France, être réunis pour créer un orchestre. Nous, on a été créés comme ça, et ça a fonctionné puisqu'on est champion de France junior. Et de ce titre de champion de France en 99, il y a 8 ou 9 joueurs qui passe dans l'effectif professionnel au Stade Français, et c'est l'équipe, depuis 1948, ça c'est les médias qui nous l'avaient donné, qui avait fourni le plus de joueurs au niveau professionnel. Donc il y avait quand même eu une belle réussite du rugby francilien. Avec que des Mathieu en plus. Et alors moi j'ai aimé, voilà, on est trois Mathieu. Mais il n'y en a qu'un seul qui avait 2 T, donc heureusement qu'il n'y avait qu'un saint parmi les 2 autres, qui ne l'étions pas. Équipe, collectif, orchestre, vous travaillez tous les deux avec d'autres, au milieu d'autres, parfois en dirigeant d'autres personnes. C'est quoi, Laurent, la clé pour que ça marche, pour qu'un collectif réussisse, gagne et en même temps que chacun trouve sa place au milieu de tout ça? Je voudrais rebondir, je voudrais rebondir à ce que disait Mathieu. Il y a quelque chose qui est commun, encore une chose commune dans son parcours, le mien, et dans celui des joueurs en général et des musiciens en général. Il y a 2 très grands clubs en Île-de-France. Hein. Il n'y en a pas 40. Donc ça veut dire que quand on est joueur, je suppose qu'on a un rêve, une aspiration qui est... C'est pas d'aller jouer chez les pros, je suppose, Mathieu, c'est d'aller jouer là où ça joue vraiment, quoi. D'aller dans le jardin de là où il y a le plus beau rugby, je suppose. Oui, c'est ça. Hein.
Eh bien, pour les musiciens, c'est un peu pareil. Je dirige le Duke Orchestra, un orchestre dédié exclusivement à la musique de Duke Ellington. Et les critiques et les spécialistes nous font l'amabilité de considérer que l'orchestre que je dirige est celui qui joue le mieux au monde la musique de Duke Ellington. Donc, c'est presque facile, parce que, en fait, le point de départ, c'est que les musiciens qui sont formés dans les conservatoires ou au Conservatoire national, qui est la crème de la crème, dans leur parcours, ils ont quand même en perspective, soit de monter leur orchestre, bien sûr, mais beaucoup en perspective d'aller jouer dans les meilleurs orchestres, là où ça joue vraiment. Et donc, il y a tout un champ de jeunes joueurs, j'allais dire, de jeunes musiciens qui grattent à la porte, en fait, qui ont envie de venir. Mais il y a également dans l'orchestre des vieux de la vieille, des gens qui ne sont pas allés dans les conservatoires et ce que je vais considérer un petit peu comme les tauliers, quoi, les cadres, ceux qui vont prendre en charge les petits. Et moi, mon travail, ça va être bien sûr de sélectionner, forcément, qui va jouer, et puis ensuite de créer les conditions pour que tout le monde aille dans la même direction. Et c'est quoi la direction? Eh bien là, ça va être mon point de vue. C'est-à-dire ce que j'imagine être la façon la plus juste de jouer la musique de Duke Ellington, le plus grand compositeur et chef d'orchestre de toute l'histoire du jazz, né en 1899, mort en 1974. Il n'est plus là pour dire ce qu'il veut. Et pourtant, il faut que moi je sache comment sa musique doit sonner, pas pour être jouée de façon la plus juste, mais pour embarquer des gens. Parce que j'ai toujours considéré que la musique, c'est pas un but, mais c'est un moyen. C'est un moyen de créer du lien, un moyen d'emmener les gens quelque part. J'ai toujours pensé qu'un concert réussi, c'est pas un concert, ça va être sans doute pareil chez toi, c'est pas un concert où on a bien joué. C'est un concert où individuellement, c'est un concert où il sera passé quelque chose, où il y aura un invisible qui nous aura tous réunis, qui va embarquer le public aussi, et où on sera sorti en se disant « Waouh, alors là, il s'est passé quelque chose, je suis content d'être venu ». Et c'est ça que je cherche, moi. Donc j'essaie toujours de trouver le supplément d'âme. Et donc, au-delà de la musique, est-ce que les musiciens vont converger vers l'idée que j'en ai? Alors, on pourrait faire toute une littérature sur l'art de diriger l'orchestre, enfin, tel que moi je l'imagine. Mais voilà, c'est ça mon rôle. Moi aussi, je veux rebondir sur ce que tu dis, autour de jouer ou d'être dans l'espace dans lequel il faut être. Le Stade français, grâce à Max Guazzini, qui avait créé la radio Énergie, a fait éclater tous les codes du rugby en ayant des maillots roses. Les maillots roses, les calendriers. Avec des hommes qui étaient à poil dans les calendriers. Oui. Et il ne l'a pas politisé, alors que là, en 2024, moi, je prends beaucoup de plaisir à le politiser en disant que faire jouer des garçons en rose, c'était une manière de lutter contre le genrisme, de lutter contre la discrimination. Évidemment, autour de l'euro, ce serait pour les filles ou pour les homosexuels hommes, ce qui est évidemment la pire des conneries absolues. De mettre des mecs à poil à qui on reluisait les fesses pour qu'elles puissent briller, c'était aussi dire pourquoi ça ne est que réservé aux femmes de manière contrainte, subie, ou en tout cas sur un monde très patriarcal, sur un monde très patriarcal où les mecs pensent que c'est tout à fait normal. Et il y a énormément de joueurs du sud-ouest ou du sud-est qui ont gratté, je reprends ton expression, qui ont tous voulu venir jouer au Stade français. Et Max Guazzini, qui n'était pas celui en tant que président, que chef d'orchestre, que chef de chef, celui qui connaissait le mieux le rugby, il a quand même fait quasiment 100% de recrutement réussi, puisqu'il discutait avec les hommes qu'il allait embaucher pour constituer cette équipe. Donc ça, c'était complètement extraordinaire. Et c'est sur ce sujet de comment on constitue ce collectif, comment on constitue ce groupe, c'est effectivement décider de réunir des personnes à qui on va quand même dire qu'il va falloir qu'elles s'entendent ces personnes le mieux possible. Si on peut créer quelque chose entre elles, c'est absolument génial, en respectant quand même le côté on est là pour travailler quand c'est le métier et on ne peut pas mélanger avec le perso. En tout cas, ça ne sera pas pareil pour les uns et pour les autres. Et la seule chose qui doit nous réunir, c'est que à chaque fois qu'on joue ensemble, un concert ou un match, on doit jouer pour les mêmes objectifs et pour exactement vouloir aller au même endroit. Et quand on s'est dit ça, ça veut dire qu'on a le droit de ne pas se blairer, on a le droit de ne pas s'aimer, on a le droit de ne pas se supporter, mais tout d'un coup, tac, on est obligé de se recentrer. Avec des rôles différents, c'est vrai dans le rugby, c'est vrai dans l'orchestre, avec des musiciens qui ont les premiers rôles et puis d'autres qui sont un peu dans l'arrière-fond de l'orchestre, mais sans qui on ne joue pas. Mathieu, tu ne peux pas savoir à quel point ce que tu dis est juste chez nous. Dans un orchestre, on n'est pas une bande de potes.
on peut avoir des affinités, mais la plupart des musiciens d'orchestre sont pas le parrain du petit, on part pas en vacances ensemble, on fait pas des apéros à chaque fois qu'il y a une répète. On fait beaucoup d'apéros nous, mais il y a un fantasme de ces équipes qui s'aiment où ce sont des frères pendant une saison, 2 saisons, 3 saisons, mais après, il te reste 1 ou 2 frères, il t'en reste pas 50. Oui, en revanche, je vais utiliser le vocabulaire, peut-être le vôtre, quand on arrive en répétition ou quand on arrive au concert, on vient d'un endroit, peu importe d'où, tous les musiciens de jazz sont plus ou moins un peu mercenaires, hein, puisque moi je ne peux pas garantir 200 concerts par an. Donc forcément, un peu comme un sélectionneur d'équipe nationale, je récupère des musiciens qui viennent d'un peu partout, dans un état plus ou moins d'épuisement, surtout dans les tournées d'été, c'est une catastrophe, et je les remets ensuite, ils repartent ensuite vivre leur vie. Et quand ils arrivent, ils sont, du moment où ils arrivent jusqu'au moment où ils quittent la répétition ou le concert, à la vie, à la mort ensemble. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a une connexion qui est incroyable. Quand c'est terminé, tout le monde repart, c'est fini. Et ce moment de connexion entre les uns et les autres, ils ne le font pas pour moi, même si moi, mon travail, c'est de créer les conditions pour que ça se produise. Ils le font pour la musique. Parce que la musique avec un grand thème. Et ils savent que dans cet orchestre, c'est là où ils vont jouer la plus belle musique de grand orchestre du monde. Je veux dire, si je veux jouer Duke Ellington, je vais jouer chez Mignard. Donc ils savent que c'est précieux. Et ils savent pas ils le font pas parce qu'il y a des gens qui grattent à la porte et qui peuvent perdre leur place. Ils veulent être au niveau d'excellence et d'exigence de leur collègue qui est à côté. Plus un collègue joue bien, plus ça fait monter l'autre. Il n'y a pas de jalousie. Plus les musiciens sont bons, moins il y a de jalousie. Moins ils sont bons, plus il y a des jalouses. Pardon, je parlais au féminin, je n'aurais pas vu. Mais là, c'est à la cour des récrés. Plus il y a de la jalousie. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, donc je travaille sur l'exigence, l'excellence, et le fait que chacun soit baba devant ce que fait l'autre. Et ça crée un cercle vertueux. C'est peut-être une petite différence avec le rugby en tant que sport co, où où les gens peuvent penser que de prendre les meilleurs à tous les postes, qui est cette architecture qui fait tenir une équipe, c'est gage de réussite et de pouvoir aller truster toutes les victoires. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a un immense besoin dans la création de l'effectif, donc en termes de recrutement, pour toutes les politiques RH, que ce soit pour le manager, pour les entraîneurs adjoints ou pour le président, d'aller chercher aussi de la complémentarité. Et on s'aperçoit que dans les équipes qui gagnent nouvellement La Rochelle, qui est double fois champion d'Europe, le Stade Toulousain, là, il y a une vraie culture, on pourra en reparler, ça fait des décennies. Ou le Stade Français, quand on gagnait énormément, il y avait 5 ou 6 stars qui étaient des stars internationales, les meilleurs. Tous les clubs au monde auraient aimé pouvoir s'attacher leur service. Il y avait un groupe très important de joueurs qu'on pouvait considérer comme étant parmi les meilleurs à leur poste ou dans leur instrument. Et il y avait aussi un nombre important de personnes que l'on appelle les soldats, ou en tout cas qui sont des gens avec une entraînabilité, avec une constance, une régularité, une bonhomie et un engagement qui pour le coup ne fluctuent pas en fonction de la rémunération qu'ils ont ou en fonction de la manière dont on leur pose des questions ou qu'ils apparaissent devant la presse. Est-ce que c'est porteur d'eau en cyclisme ? Le porteur d'eau en cyclisme. Un peu plus que ça. C'est pas la définition du Mathieu Blin, ce dernier joueur. C'est entre les deux, non ? C'est peut-être entre les deux. En tout cas, moi, je n'étais évidemment pas ces 3, 4, 5 joueurs. Christophe Dominici, Diego Dominguez, Sergio Parisse, pour ne parler que d'eux. Je faisais partie d'une équipe où, avec 2 ou 3 ou 4 personnes, Pierre Rabadan, Arnaud Marchois, Julien Arias, n'avaient pas de sélection internationale, ou 1 ou 2, alors que tous les autres battaient des records incroyables. Et pourtant, on avait une place aussi importante. Pierre Rabadan, qui est maire adjoint au sport en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques, de la Seine, Office de tourisme à Paris, c'est celui qui a joué le plus de matchs au Stade Français, et c'était pas le meilleur. Sur la plus longue période, et le plus de fois choisi par des sélectionneurs, par des chefs d'orchestre, qui à chaque fois pouvaient se dire c'est pas celui qui est le meilleur, donc je suis pas sûr qu'on va le garder. Donc tous les ans, presque discussion, est-ce qu'on te garde ou pas, est-ce qu'on te met sous contrat? Et à chaque fois, allez, on te remet 1 an, et à chaque fois, c'est lui qui faisait le plus de matchs. Donc oui, moi je faisais plutôt partie de ces gens qui apportaient une stabilité à un édifice qui permettait, je crois,
je réfléchis si c'est pas, si je reste humble à dire ça, mais je crois qu'on permettait à, hop, quand on joue ensemble, même si on s'aime pas, on va pouvoir vraiment, vraiment faire les choses comme très peu d'autres personnes vont réussir à le faire, et donc on va gagner. Est-ce que mentalement, c'était dur à gérer ça? De Attends, pas être attends, forcément... pardon Gaël, je voudrais vraiment, là, j'ai besoin Ils ont bien de respecté la rebondir consigne. sur Mathieu, sur Mathieu, sur les propos de Mathieu. On ne s'oppose pas du tout, et nos disciplines ne s'opposent pas, parce que précisément, quand je dis que mon travail, c'est d'emmener les gens dans l'excellence, ça n'est pas de recruter les meilleurs. Ah d'accord. Justement. Un peu comme dans l'équipe, comme dans le 15, on a des sections. On a des sections et on a des lignes. On a la section des 5 saxophones, la section des 3 trombones, des 4 ou 5 trompettes, et la section rythmique, piano, basse, batterie. Évidemment, comme dans le 15, chacun a son rôle à jouer. Et j'allais dire, le numéro 15 chez nous, c'est le bassiste. Hein. C'est comme ça que ça marche. Bon. Mais évidemment que c'est impossible de faire jouer 15 stars. Je ne veux pas 15 stars, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de chercher véritablement, comme chez vous, la complémentarité entre chacun. Et de chercher, parfois même, sans que les musiciens le sachent, d'imaginer quelle est la place forte professionnelle à partir de laquelle les gens vont évoluer. Si je prends le cas de Duke Ellington, lui, il avait des gens qui sont devenus des stars, mais qui au départ n'étaient pas des stars. Parce qu'il les a emmenés dans une direction dans laquelle eux-mêmes ne savaient pas qu'ils allaient pouvoir le faire. Que ce soit Lawrence Brown qui est arrivé, qui était un bon tromboniste, qui s'est révélé comme le plus grand lead trombone de toute l'histoire, Johnny Hodges qui jouait du saxophone magnifiquement, et avec le temps, Ellington, en écrivant des morceaux pour lui et en l'encourageant, il s'est révélé comme le saxophoniste qui jouait les ballades les plus mélos, les plus sirupeuses que l'on puisse trouver. Ou Cootie Williams qui jouait le plunger pour faire des sons d'animaux avec son plunger. En fait, chez Ellington, et moi j'applique ça, on travaille un petit peu comme un peintre qui va utiliser un peu comme du pointillisme, où chaque couleur va avoir son sens, et quand on a les nez dessus, on se rend compte que finalement ça a l'air un peu de bric et de broc, votre histoire, mais quand tu prends le recul, tout d'un coup, tu te dis, waouh, je comprends, j'ai mieux compris la notion de la Chaque musicien n'est pas forcément le meilleur, mais chaque ligne que tu composes, elle devient la meilleure. C'est-à-dire que je cherche la complémentarité. Le lead est très important parce que c'est lui qui, par l'écoute, va donner la façon de jouer les choses qui sont écrites sur la partition. Mais le lead, un petit peu comme un leader de patrouille de France ou d'une escadrille d'avions de chasse, il va ouvrir la voie, mais à côté de lui, il y a les équipiers qui vont coller à son intention. Si le lead ne fait pas le travail, les équipiers ne savent pas comment jouer, mais si les équipiers ne sont pas là, personne ne renforcera l'intention du lead. Et la question n'est pas de savoir qui est le meilleur. En fait, la question de quel est le rôle. Et je passe mon temps, en fait, à encourager et emmener les gens dans le rôle qui leur convient le mieux, en fait. Et comme pour Duke Ellington, j'ai besoin d'avoir le choix, morceau par morceau, sur à qui je vais confier le lead sur ce morceau, à qui je vais donner le solo, sachant qu'ils sont tous capables d'être solistes, mais chacun de façon différente. Et je ne cherche pas à ce que chacun se ressemble, j'ai besoin que chacun, en fait, aille dans l'excellence de qui il est, quitte à découvrir quelque chose qu'ils ne savaient pas d'eux-mêmes. Donc c'est là où je vais, moi. Hein. Je prends les gens pour des capacités. Dans un orchestre, tout le monde sait un peu tout faire. Sinon, il faut changer de métier. Tu sais lire les notes, tu sais jouer dans le grave, dans l'aigu, tu connais tes gammes, tu sais jouer sur des tempos rapides, des tempos lents. Tu sais faire des inflexions. Bon, très bien. Donc, c'est un peu la base. Tu es musicien. Bon. Mais ça ne m'intéresse pas. Que chacun suive un peu tout faire, c'est normal. Je veux dire, dans le rugby, tu sais passer le ballon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même la base. Quoi. Les skills de chacun. Ouais, enfin, bon, la gamme voilà. de chacun. Bon, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est où est-ce qu'est la chose extraordinaire que ce musicien-là pourrait apporter. Est-ce que c'est le fait de faire des solos incroyables sur des tempos très rapides? Est-ce que c'est sur les ballades? Est-ce que c'est sur sa capacité de tenir le tempo? Est-ce que c'est sur apporter des choses totalement créatives qui vont tout d'un coup faire dresser l'oreille de tout le monde? Je cherche à chaque fois qui va apporter quelque chose d'incroyable et j'essaye, comme pour Duke, de cultiver ce truc incroyable qui va sortir, c'est la valeur ajoutée, qui va sortir de ces compétences attendues
basique de tout le monde. C'est là où les chefs d'orchestre, les entraîneurs, managers, les présidents de clubs euh, peuvent amener beaucoup d'expérience au monde de l'entreprise, qui, de base, a quand même des process extrêmement figés, voire rigides, avec des lignes qui sont cochées. Si tout est coché, on ne s'aperçoit ou on n'analyse même pas la spécificité des uns et des autres. Et il y a beaucoup de responsables d'équipe, il y a beaucoup de directions RH qui remplissent des équipes avec des CV qui doivent correspondre à des fiches de poste. Et une fois que tout ça est rempli, on a l'impression que le boulot a été fait. Et évidemment que le boulot a été fait peut-être en partie, mais on n'en est absolument pas sûr, et encore moins du résultat, puisque est-ce que les gens sont complémentaires ou pas? Est-ce que les gens vont pouvoir être mis dans des pressions qu'on n'avait même pas imaginées? Est-ce que la réussite va permettre quand même à continuer, réitérer la performance? Est-ce que l'échec va faire exploser tout le monde? Et je crois que nos disciplines, tu parlais de lien tout à l'heure, le sport est un outil de lien social. Tu parlais de la musique, c'est un outil du lien social. Outil de lien social, c'est-à-dire faire rencontrer les personnes les unes avec les autres, avec, oui, on est là à un moment donné pour pouvoir répondre à un objectif partagé que l'on nous a expliqué et pour lequel on nous a embauchés, en suivant bien sûr une manière de vivre ensemble, mais en apportant tout ce que l'on a, c'est-à-dire nos qualités, mais aussi nos spécificités, voire nos défauts. Et ça, je crois que c'est hyper intéressant de pouvoir partager ces expériences dans le monde de l'entreprise, qui peut-être a tendance à dire quand ça ne fonctionne pas, malheureusement, des plans sociaux, on vire les gens, ce qui est absolument insupportable, ou alors on rajoute des briques de process, imaginant qu'on va pouvoir aller rechercher la solution. Et on oublie, je pense, l'essentiel, de pouvoir avoir des échanges individuels, les fameux entretiens, mais qui ne soient pas les entretiens professionnels obligatoires, qui soient cette envie de pouvoir passer beaucoup de temps, le manager, le chef d'orchestre, l'entraîneur, et pouvoir se dire, pendant un mois, je vais passer mon temps moins à entraîner, ce sera plutôt peut-être les personnes avec qui je travaille qui vont s'en occuper, mais il faut que je re-rencontre tout le monde, que je rediscute avec chacun. Le mot temps, le temps et voilà, on n'en a pas souvent dans l'entreprise. Très peu, c'est vrai. Très peu. Ouais, mais Est-ce qu'on en a combien de temps on met je dirais encore moins. Combien de temps on met pour savoir tel ou tel musicien, où je le mets, qu'est-ce que j'en fais, quels sont ces... Tout va de plus en plus vite. Mais ne nous cachons pas, le monde de l'entreprise n'est pas un monde dans lequel on va être vertueux pour créer un monde idéal et nourrir l'éthique, la morale et le vivre ensemble. Parce que ce n'est pas son but. Soyons honnêtes, ça n'est pas son but. Le but, ça change. J'y reviendrai après. Ça change, mais le but premier de l'entreprise est de s'organiser pour créer de la valeur. Je suis désolé, c'est ça le principe. C'est l'objet social d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Après, je sors de Sciences Po il y a 1 an et demi. Ouais. Le premier cours était sur la définition de l'entreprise. Et les questions qu'on nous a posées, c'est est-ce que vous connaissez la définition de l'entreprise? Et dans la littérature, il n'y en a pas de ferme et définitive, puisque l'entreprise n'appartient à personne, sinon à celles et ceux qui ont tout d'un coup décidé de créer une organisation qui, dans les statuts, devient l'entreprise. Et pourquoi je me permets de te couper? Je partage ce que tu dis dans « Ne nous trompons pas, ne soyons pas des menteurs ou des menteuses à raconter de fausses histoires ». La création de valeur, en revanche, elle peut, et en tout cas c'est un courant très important, prendre en compte le rapport social, le rapport environnemental, le rapport entre les gens, tout en créant de la valeur avec, a priori, un partage de la valeur le plus équilibré possible. Mais tu as raison, l'entreprise, elle commence par l'idée d'une personne qui va ensuite s'agglomérer d'autres personnes et petit à petit, avec le temps, en fait, elle va devenir la propriété des actionnaires, soit individuels, soit collectifs. Et les gens auxquels on s'adresse quand on se retrouve en conférence ou en séminaire, ça n'est pas de les emmener dans le monde de l'entreprise idéale. Je crois, c'est de se dire que, bien sûr que chacun va orienter l'objet social dans quelque chose qui nous semble être le plus juste, mais ça n'est pas un but. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus profitable pour l'entreprise. Il est beaucoup plus profitable pour l'actionnaire. On peut créer beaucoup plus de valeur financière ou de valeur ajoutée, émotionnelle, sociale, etc. Et là, moi, j'assume ça, en s'arc-boutant sur la notion de diversité, de complémentarité,
d'ouverture au monde et de s'ouvrir et de sortir j'allais dire pour résumer, des tableaux Excel et des certitudes. Chez moi, je sais que l'orchestre n'a jamais aussi bien joué que quand je suis allé plus loin encore dans le fait d'avoir des vieux assez vieux, des jeunes assez jeunes, des gens qui vivent en région et des gens qui vivent à Paris. Avant, il n'y avait que des Parisiens. Maintenant, il y a de plus en plus qui sont partis en région. Ça revivifie. Des gens qui ont un vocabulaire musical spontané, d'autres qui ont appris. Bref, des filles, des gars, bien sûr. Et là, je me rends compte que plus je vais loin dans la diversité et dans la complémentarité, plus je crée de la valeur et de l'attractivité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient un véritable intérêt que d'aller dans cette dimension-là, de sortir de l'entre-soi. Par exemple, et je suis convaincu que c'est pareil dans le rugby. La pire des choses, c'est ce qu'on voit un peu dans l'orchestre militaire. J'ai beaucoup de respect pour l'armée, hein, mais l'image de départ, c'est je ne veux voir qu'une seule tête, quoi. Ben non, ça n'a pas de sens, quoi. Surtout dans notre musique, la musique de jazz, dans laquelle la part individuelle, notamment, il y a l'interprétation d'une part, et alors après l'improvisation. Je sais que c'est un truc qui part chez vous aussi, l'improvisation. Oui, ouais. obligatoire. Mais bien sûr. Et donc, si tu veux, cette valeur ajoutée personnelle dans l'interprétation, et quand c'est possible, l'improvisation, dans un cadre, bien sûr, eh bien, tout d'un coup, on découvre des choses qu'on n'avait même pas soupçonnées possibles. Et c'est là que se crée la valeur. La valeur, elle se crée aux frontières du chaos. Elle se crée quand on arrive dans les zones de difficulté, quand on est obligé de se renouveler. C'est là que ça se passe. Elle ne se passe pas dans le ronron. Chaos, tout à fait, 100% d'accord, qui va avec le sport de très haut niveau. Ce sont des formules que les très grands managers dans plein de disciplines emploient. On est toujours très proche du chaos. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un chaos maléfique qui amène à la destruction? Non, même si le très très haut niveau n'est pas bon pour le corps, n'est pas très bon pour la tête, etc. mais c'est une zone de danger qui oblige une agilité, une adaptation, donc une création, une créativité, soit individuelle, sport individuel, soit collectif pour les sports collectifs, qui amène souvent à de très très grands résultats. Mais quand tu parlais de cette valeur des organisations ou du monde de l'entreprise autour des actionnaires, tout ce que tu viens de dire après, avec cette obligation et cette richesse de la diversité, ça permet aussi de voir comment les entreprises, au-delà d'une structure assez ancestrale, avec des actionnaires souvent de l'extérieur, voire pas identifiés, dont on ne sait même pas qui ils sont ou qui elles sont, remettre ceux qui produisent la valeur, les salariés, hommes et femmes, les premières personnes concernées, qui peuvent devenir les premiers actionnaires de l'entreprise pour laquelle elles travaillent. Oui, dans le monde du sport, on a développé les socios, pas suffisamment encore en France, c'est faire en sorte qu'il y ait une partie du capital, mais pas juste symbolique, important, du club qui appartient à l'ensemble des supporters et supportrices pour qu'il y ait des mouvements, bien sûr, des engueulades, des oppositions, etc., etc., mais pour que ça puisse faire corps et que ce soit implanté. Je reviens à mon Nemours ou à ton Coulommiers ou à nos petites villes, implanté là où les gens sont, c'est-à-dire là où les gens se retrouvent. Et ça, l'entreprise, elle doit absolument le développer. On dit que les salariés ont de plus en plus de relations avec leurs managers de proximité. Les N+1, +2 ou les grands patrons ou patronnes, ils s'en foutent un peu parce qu'en fait, ils ne les voient pas, quoi. Ouais, mais tu vois, Mathieu, moi je le vis dans l'orchestre, je me rends compte qu'un orchestre, je suppose une équipe, une entreprise, n'est pas intelligente en soi. L'orchestre n'existe que par l'intelligence collective des gens qui la constituent. Donc si on oublie que les résultats de l'entreprise, les résultats demandés aux collaborateurs en séminaire, qui consistent à faire peut-être plus de 2,5% de chiffre d'affaires, plus 3% de marge, plus d'objectifs, etc. Si on oublie que en fait, c'est la conséquence de l'engagement des gens et que par conséquent, c'est là que ça se passe et que de cultiver cette intelligence collective qui va devenir l'intelligence de l'entreprise. Mais en soi, je veux dire, l'entreprise, c'est une coquille vide que l'on doit remplir de quelque chose. C'est ça mon point de vue. Et donc, après, à nous de nous organiser pour que cette entreprise, qui est un extraordinaire outil, à l'échelle de l'humanité, on n'est jamais allé aussi loin dans l'efficacité, dans l'organisation, dans la création de valeur. Jamais on a créé autant de valeur et jamais on a été aussi efficace. C'est monstrueux. Mais
il ne faut pas oublier que ça n'est que la conséquence de la façon dont les gens s'organisent. Donc tout notre sujet, nous, moi dans l'orchestre, et c'est de ça dont je témoigne avec le monde de l'entreprise, c'est comment on s'organise collectivement pour créer plus de valeur qui fasse sens pour tout le monde, parce que si ça fait sens, on va encore plus loin que ce que l'on demande de faire. On s'approprie le projet pour que ça devienne notre projet. Et c'est ce que disait Douk. Douk, il était un chef d'orchestre. Je m'inspire beaucoup de lui, encore une fois. Lui, il essayait de créer, il a créé un monde dans lequel chacun avait envie d'appartenir. Ça, c'est le boulot d'un chef d'orchestre. Ça vaut aussi dans le monde du sport, le sentiment d'appartenance à une équipe, d'autant plus fort quand on n'est pas la star, Mathieu. Comment on le vit, ça ? J'en reviens à ça mentalement, quand on n'est pas celui qui est au premier plan, mais quand on est le maillon indispensable pour que ça gagne. Quand on fait partie des maillons indispensables, c'est surtout de se rendre compte que l'ensemble des composantes de cette chaîne ou d'un maillon, quelle que soit la longueur, t'en enlèves t'enlèves un morceau, tout s'effondre. Dans le monde de l'entreprise, on l'oublie énormément. Quand on parle des personnes qui s'occupent que l'entreprise soit propre, des personnes qui s'occupent de faire le ménage, que l'on fait travailler à des horaires insupportables, pas visibles des gens qui y travaillent plutôt la journée. C'est un contresens absolu de relations, d'engagement, d'identité collective et donc de création de valeur parce que on perd et on passe à côté de cette intelligence collective dont tu parlais tout à l'heure. Comment on fait par rapport à ma situation qui n'était évidemment pas le meilleur joueur, mais qui s'est retrouvé capitaine à une cinquantaine de reprises de joueurs qui avaient 20, 30, 50, 80 sélections. Évidemment, ce n'était pas parce que j'étais meilleur que sur le terrain, mais c'est parce que il m'avait été conféré cette capacité à réunir les gens au bon moment, à être celui qui pouvait et qui avait besoin de parler, voire parler un peu tôt, d'être un petit peu trop long, mais au moins ça leur permettait aux autres de pouvoir rester sur la préparation de leur performance individuelle et de ne pas aller voir l'arbitre, de tirer le toast pour savoir qui allait donner le coup d'envoi, faire le discours d'avant-match. Donc c'est en arrivant à prendre cette place et en se disant qu'elle sert au moins autant que celui qui marque beaucoup d'essais. Je crois que c'est aussi en se construisant sa propre histoire, c'est-à-dire que moi, de me rendre compte très très rapidement que je ne serais rien sans les autres, je crois que ça m'a permis d'être accepté, adoubé, voire aimé par ces autres qui étaient les meilleurs. Je parle de mes piliers. Sylvain Marconnet, deuxième pilier le plus capé de l'histoire du rugby français. Magnifique. Peter de Villiers, un des 10 piliers les plus capés du rugby. J'étais le plus léger talonneur, donc j'étais celui qui avait le moins d'habileté, ou en tout cas je ne répondais pas à tous les standards attendus dans ma fiche de poste. Oui, mais tu étais véloce. En revanche, j'étais véloce et puis Pour un talonneur, tu étais véloce. j'arrivais surtout à pouvoir, puisque j'étais très souple, partir à droite ou partir à gauche et donc servir l'effort de l'un ou de l'autre. Donc je sais que eux, à un moment donné, très vite, aux 10 entraîneurs, c'est pas le plus lourd et effectivement, il faut plutôt être lourd à ce poste-là, mais il faut qu'on le garde dans l'effectif. Et lui, quand on joue avec lui, c'est hyper intéressant parce qu'il nous amène une liberté pour ce que l'on a à faire nous. Donc voilà, ça a été dans comprendre toutes ces choses-là, d'interroger aussi les échanges entre pairs, les partages d'expériences, je trouve, en tout cas dans le sport, ne sont pas assez nombreux, alors qu'ils sont extrêmement constructifs, qui sont extrêmement importants pour pouvoir comprendre le qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou le qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, plutôt que de simplement dire bon, pas bon, t'as bien joué, t'as pas bien joué, t'as excellé, t'as été nul. Non, qu'est-ce qui fait qu'il se soit passé ces choses-là ? Là, tu parles d'intelligence collective. C'est un vrai aliment à l'intelligence collective parce que sinon, tu es un simple regardant qui, si c'est gagné, photo, elle est belle, on a gagné. Si c'est perdu, photo, elle est moche, on a perdu. Si tu as gagné, on vous aime, vous avez été très bon, ce qui n'est pas vrai. Tu peux jouer très mal, mais gagner. Si vous avez perdu, c'est que vous êtes des gros nuls. C'est pas vrai. Il y a peut-être des explications. Donc tout ça, ça permet de pouvoir en permanence se réunir. Et c'est ce qu'on appelle aussi un peu le suivi des indicateurs de performance. Dans le monde de l'entreprise, on dit qu'il y a plein d'indicateurs qui doivent être remplis, considérant que c'est ce qui amènera la performance. Est-ce qu'on en est sûr ? Est-ce qu'on les a construits avec toutes celles et ceux qui connaissent la production demandée ? Et surtout, comment ils sont suivis ? Parce que dire aux uns et aux autres
qu'il faut faire ceci, faire cela, mais que tu n'as jamais de retour de ton chef d'orchestre, de ton manager, de ton entraîneur, de ton supérieur ou de ta supérieure, bah, au bout d'un moment, tous ces indicateurs, tu n'y crois plus du tout, donc tu ne t'engages plus du tout, donc tu perds la motivation, donc tu déglingues cette intelligence collective très fragile. Donc vous, Mathieu, vous étiez un capitaine qui preniez la parole, qui débriefiait justement, qui donnait des suites J'étais un au match. vice-capitaine, parce que le vrai capitaine, c'était David Oradou, qui a fait une dizaine d'années aussi, deuxième ligne, 2,02 m. Les cinquantaines de fois où j'ai pu être capitaine et demandé par plusieurs personnes importantes, Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France, m'a plusieurs fois mis capitaine. Oui, c'était parce qu'il savait que j'allais prendre la parole et que j'en avais besoin pour ma propre préparation, pour moi me rassurer, pour atténuer mon syndrome de l'imposteur, pour si je parlais, c'était un peu débile. Hein. Et puis ce que tu allais dire était peut-être un peu plus concret que ce qu'allait dire Fabien. Oui, Parce que des fois, Fabien, hein, oui, en tout cas, en tout cas, ça parlait très très fortement à ce qu'on allait faire. Ouais. Ça, c'est pas moi qui l'ai demandé, ça. Mais quelque part, je sais que pour me faire voir du chef d'orchestre, de l'entraîneur, j'ai pas oublié, non pas de lever la main, mais de dire haut et fort ce qu'il fallait des fois pouvoir dire, parce que sur le terrain, j'avais pas les compétences pour pouvoir éventuellement être sûr d'être vu et donc reconnu. Il y a plusieurs choses que dit Mathieu qui sont vachement importantes, qui résonnent chez nous, dans la musique et dans le jazz en particulier. Un, tu viens de le dire à l'instant, c'est très important dans nos organisations de dire les choses. C'est une catastrophe quand on ne dit pas. Et moi, j'ai vu des entreprises dans lesquelles on ne dit pas, et en fait, ça nous emmène au mur. Il faut pouvoir s'engueuler, se dire les choses vertement. On s'engueule souvent dans l'orchestre. C'est pas qu'on s'engueule, c'est qu'on se dit vraiment les choses, quoi. Et ça dure 3 minutes, mais c'est tellement pour le bien de la musique ou le bien du jeu que je veux dire, on ne prend pas la chose pour personnelle. S'il y a la culture de se dire les choses, on ne le prend pas pour personnel et on le prend pas mal. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment important. La deuxième chose en tant que chef d'orchestre à laquelle je voudrais poser une question, pardon Gaël, je vais poser une question à votre place. Comment on fait concrètement pour créer de la valeur avec le groupe? Concrètement, comment on fait? Demain, vous pouvez m'expliquer comment on fait? Parce que vous dites créer de la valeur, comment vous faites? Eh bien, en fait, je pense que on doit observer qui sont... C'est ce que tu disais dans ton rôle de talonneur. Talonneur agile. On doit vraiment s'affûter à l'observation de qui sont les gens dans l'équipe et adapter les instructions et les objectifs en fonction de qui sont les gens. Et là, tout d'un coup, ils vont chacun être dans des zones, non pas de confort, mais dans des zones de force dans lesquelles ils vont pouvoir exceller. Ce qui veut dire que, par exemple, chez moi, et je suis certain que c'est pareil chez vous, 15 musiciens chez moi, 15 en équipe chez vous aussi. 40 joueurs. 40 15 joueurs. sur le terrain, mais 40 joueurs. Et moi, j'ai les remplaçants, j'ai tout le monde, Voilà. j'ai le staff. Ah, mais attention, on est quand même plus nombreux. Bon, ouais, d'accord. Bon, cela dit, nous, on n'a pas de blessure au milieu du concert. C'est vrai. Ah, c'est très rare. Mais bon, 15-15 quand même. Hein. C'est vrai. J'aime bien l'idée. Ça veut dire que quand un musicien va pas être là pour un concert et qu'il est remplacé, forcément, moi, je me dis pas, oh, dis donc, il va falloir qu'il se bouge pour être à la hauteur de l'autre et comment il... Non. Immédiatement, dans ma tête, je sais que le répertoire va pas être le même. Le centre de gravité se déplace. Le jeu ne va pas être le même. Les missions confiées les uns aux autres ne sont pas les mêmes. Demain soir, on fait un concert dans un centre culturel, à Noisy-le-Grand, pas loin d'ici. J'ai 2 remplaçants. Le répertoire a été non pas bouleversé, mais les 2 remplaçants qui vont venir jouer ne vont pas jouer les os que les titulaires font. Ils vont jouer ce qu'il y a à jouer parce qu'ils vont déjà faire pratiquement tout le concert en lecture à vue. Je ne vais pas en plus leur confier des responsabilités impossibles. Et ils n'ont pas la culture et le background de l'orchestre. En revanche, les tauliers veulent avoir un petit peu plus de choses à faire. Le public ne sait pas que j'ai enlevé 2 ou 3 morceaux pour en mettre d'autres différents. Par contre, l'orchestre va être à la fois en confiance, mais chacun va être en confiance selon son habitude. Et le titulaire, lui, va avoir plus de choses à faire. Le public ne sait pas que le titulaire va avoir un morceau plus difficile. Le titulaire va être vachement content parce que finalement, il va avoir un truc dans lequel il va briller plus que d'habitude. Personne ne sait pourquoi. Et le remplaçant, lui, va pouvoir faire son job sans avoir une surpression. En fait, on part de qui sont les gens. On adapte l'instruction. Je vais même plus loin. Ellington, quand il écrivait sa musique, il ne mettait pas sur la partition le nom de premier trombone, troisième trompette. Il mettait le nom des gens.
le nom des gens sur la partition. Et les partitions, elles étaient individualisées. Quand il écrivait une mélodie, il pensait à l'un de ses musiciens. Il confiait cette mélodie à un tel et pas à un tel. Et pour un autre morceau, il confiait la mélodie à un tel. L'instruction, c'est le seul exemple dans toute l'histoire de la musique, et c'est ce qui a d'ailleurs donné le plus faible turnover de toute l'histoire du jazz. Harry Carney, le saxophoniste baryton, il est resté 47 ans dans l'orchestre d'Ellington, qui a duré 50 ans. 47 ans. Et ils sont tous restés très très longtemps parce que en fait, Ellington prenait chacun de ses musiciens, le surveillait comme une casserole de lait sur le feu et s'arrangeait pour que chacun soit nourri de ce dont il a besoin et faire en sorte de tous les faire monter individuellement. C'est-à-dire, il y a une attention constante de chacun. Et c'est avec ça qu'on crée de la valeur. Et non pas en forçant tout le monde à rentrer dans un cadre imaginaire à charge pour chacun de monter. Le chef d'orchestre doit adapter son instruction et son projet en fonction de l'équipe qu'il a et faire monter toute l'équipe. Turnover, sujet immense en entreprise. Fidéliser ses salariés, fidéliser les personnes qui sont là pour développer l'objet de la structure dans laquelle elles sont. Ça passe évidemment, et je pense, au-delà de la rémunération, puisque ce n'est plus dans le top 1 dans toutes les études de l'IRSEM, de l'INSEE, les premières motivations. Sauf dans le foot. Sauf dans le foot, mais ça c'est... Non, oui, mais c'est pas de leur faute. Non, mais je déconne. Et c'est pas de leur faute pour le coup. Mais bien sûr, mais t'as raison. C'est l'environnement qui a Non, mais créé, bien sûr, créé ça. C'était une blague. Mais c'était aussi comment on arrive à allier sa vie privée, sa vie pro, dans quelles conditions on travaille, etc., etc. Ça revient à ce que tu dis, hein, c'est pour vraiment appuyer très fortement tes propos que je partage à 1000%, de faire attention aux gens. Dans une équipe de rugby, il y a 45 personnes. On parlait tout à l'heure qu'il y avait des vieux briscards, des plus jeunes, il y avait des middle, ceux qui sont souvent ceux qui sont, on va dire, dans l'âge absolu, puisqu'ils ont encore la jeunesse et la pétillance, mais ils ne sont pas encore trop brinque-ballants ou abîmés. Donc ça compose cette équipe. Nous, on organise des groupes avec groupe leader stratégique, en mettant le numéro 1, mais le numéro 2 et le numéro 3, qui au départ sont 1, 2, 3, mais il y en a un qui a 30 ans, il est numéro 1, il a joué 150 matchs. Le numéro 2, il a 25 ans, il en a joué que 80. Ça peut d'ailleurs se challenger très très fort. Ils sont ensemble pour stratégiquement dire comment l'équipe va mener son plan de jeu sur la saison et comment chaque week-end, toutes les semaines, on va s'adapter avec la météo, avec les blessés, les remplaçants. Exactement ce que tu disais pour pouvoir s'adapter. Mais le plus vieux et le plus jeune, ils sont réunis dans ce groupe de leaders stratégiques. Il y a des groupes de leaders de vie. Comment l'équipe va vivre, quand est-ce qu'elle va manger ensemble, quand est-ce que les multiplicités d'origine, de provenance de pays vont pouvoir se rencontrer, se faire découvrir comment on bouffe, qu'est-ce qu'on boit dans son pays. Ça s'organise. Il va y avoir des groupes d'organisation de la planification. Est-ce qu'on s'entraîne toujours de la même manière? Est-ce qu'on commence à la même heure? Est-ce que des fois, on fait tout en continu dans la journée? Ou est-ce qu'on fait 2 séquences? Et donc, finalement, dans ce groupe de 45, pratiquement tout le monde, sauf peut-être les plus jeunes qui viennent juste d'arriver et qui doivent juste tout dévorer au quotidien, sont missionnés de quelque chose qui permet l'adaptation quand il y a un blessé pour que la prise de cette place se fasse facilement. Et surtout, que le manager, que le staff, les entraîneurs puissent dire, pour ces raisons-là, on avait décidé de faire telle ou telle accélération sur telle ou telle minute de jeu, on avait décidé de faire ces morceaux-là, on vous propose de changer, d'adapter, et on déclenche plutôt à la 15e minute, on enlève plutôt ce morceau-là. Et quand ils ne sont pas habitués, ça peut faire très peur. Quand tout le monde appartient à un groupe avec des responsabilités et qu'ils ont l'habitude en permanence, proche de ce chaos, d'être en adaptabilité, presque toutes les semaines, tu peux dérouler un truc naturel. C'est assez naturel, effectivement. Du coup, dans tout ça, c'est quoi la qualité principale que doit avoir le leader en chef, à savoir le coach sur un terrain? Peut-être de bien dire que dans la définition des rôles, c'est lui, en tout cas le manager, qui a le dernier mot pour choisir qui va jouer le week-end. Ce qui implique, et je trouve qu'on ne le dit pas assez, que si ça gagne ou que si ça perd, il est quand même le premier responsable, puisqu'il a choisi qui est-ce qu'il a mis sur le terrain. On dit souvent les joueurs n'ont pas été bons. Moi, j'ai un peu envie de dire, ceux ou celui qui a décidé de mettre tel ou tel joueur, il a à minima une très très grosse responsabilité. Donc c'est de redire qu'il est le premier responsable des choses
Et ensuite, non pas de s'effacer, mais dans cette répartition des rôles, montrer à quel point les joueurs sont eux les leaders de leur propre aventure et de leur propre histoire, pour avoir cette capacité à pouvoir se détacher. Pour ça, il faut avoir confiance en soi, je pense qu'il faut de l'expérience, je pense qu'il faut être très bien entouré. Je ne sais pas si les chefs d'orchestre sont entourés. Dans un staff, il y a un manager, mais il y a un entraîneur des avants, un entraîneur de la mêlée, un entraîneur de la défense, un entraîneur du jeu au pied. Toutes ces personnes-là sont des personnes, non pas ressources ou support, sont des personnes essentielles pour l'intelligence collective. Toi, tu as des gens avec toi ou tu es tout seul à choisir? Oui, il y a des gens avec moi, mais qui vont plutôt faire partie d'un staff d'organisation, pas forcément musical. Mais je vais, par exemple, confier la transcription de la musique à des arrangeurs. Je vais avoir quelqu'un chargé de la recherche des concerts, quelqu'un chargé de la communication, quelqu'un chargé de la presse. C'est plus un environnement de travail que réellement la mise en route de la musique elle-même. La mise Ça, en c'est route toi. de la musique, Elle t'appartient. c'est moi. Dans chef d'orchestre, il y a chef, quand même. Hein. Et c'est le problème de ce mot, dans lequel je ne me reconnais pas du tout. Un chef d'orchestre ne donne pas d'ordre, jamais. Ça n'existe pas. Il va partager avec les gens ses intentions. Et d'ailleurs, il ne va certainement pas dire aux gens comment ils doivent s'y prendre. Parce que par définition, il est censé être le moins bon des musiciens. Il est censé avoir des experts autour de lui. S'il parle aux musiciens, il doit pouvoir leur dire « Ok les gars, je voudrais les trompettes un peu plus de présence, plus mellow sur les sax, mettez-moi un peu d'énergie là sur la batterie. » Aucun de ces trois mots n'est un mot musical. C'est une intention. À charge ensuite pour les musiciens de décrypter par l'intermédiaire du lead de chacune des sections, de décrypter ces mots qui sont des intentions, qui peuvent d'ailleurs être très poétiques, hein, et de les traduire en données techniques sur l'instrument pour que les gens puissent jouer. Si le chef d'orchestre dit à son soliste comment s'y prendre, c'est une catastrophe. Si le chef d'orchestre écrit ou fait écrire sur les partitions beaucoup trop d'annotations au dehors des notes de musique, sur la façon de jouer, c'est une catastrophe, parce que les gens vont lire ce qu'on attend d'eux, la façon de faire, et vont juste pas ouvrir les oreilles, pas écouter, et pas trouver leur propre interprétation. Donc moi je pense que la responsabilité du chef d'orchestre, c'est de transmettre le plus clairement possible la direction dans laquelle on doit aller, à charge pour lui ensuite de transmettre la confiance auprès des musiciens pour le mettre en œuvre. Il est bien sûr responsable des succès comme des échecs. On a des échecs, ça existe. Mais la vérité, c'est que, un peu comme l'entraîneur sur le banc, quoi, il va former l'orchestre, mais il y a un moment où, quand ça joue, le chef d'orchestre, il est beau être devant, il claque un peu les doigts, il appelle un soliste, mais la vérité, c'est que ça joue, c'est pas lui qui joue. Donc il y a un management indirect au moment du concert. Qui fait mais c'est lui qui a choisi ceux qui jouent. Mais c'est lui qui Je reviens à ce que disait Mathieu. Et c'est pas une frustration. Hein. Il y a le bonheur de voir que ça joue parce que ce qu'il a imaginé, le répertoire tel qu'il est construit fonctionne bien, le public adhère. Alors ça n'empêche pas, entre les morceaux, de parler aux gens, de créer du lien. Moi, par exemple, mon travail, ça va être de préparer l'orchestre pour le concert, d'être là au moment du concert. Mon rôle, j'ai déjà essayé de ne pas être devant l'orchestre. Ça marche pas. C'est intéressant d'être devant l'orchestre parce qu'en fait, le son de tout le monde va converger devant moi, chef d'orchestre. Donc un minima pour le public. Exactement. Et ensuite, ça va dans la salle. Sinon, ça part un petit peu partout. Donc, ça permet de faire converger. Et mon travail dans le concert proprement dit, ça va être ensuite d'apporter ce supplément d'âme, c'est-à-dire de créer le lien entre l'orchestre et la salle, annoncer les morceaux, valoriser les musiciens et jouer un peu un rôle de maître de cérémonie. Et ce n'est plus un rôle uniquement de chef d'orchestre. Nos disciplines et nos fonctions de chef d'orchestre ou de manager et dirigeant par rapport à l'entreprise, là aussi, énormément de choses à apporter, non pas pour donner des leçons, mais pour donner des expériences. Les responsables doivent travailler beaucoup en amont. Lorsqu'il y a réalisation, il y a un moment donné où l'autonomie doit être là. Et c'est marrant parce que l'autonomie, c'est ce dont on parle beaucoup dans l'entreprise. Rendons nos équipes autonomes. Mais déjà, comment on fait pour les rendre autonomes? Et est-ce que l'on arrive réellement à conférer des délégations, non pas simplement de tâches, mais aussi de responsabilités, de dire « Tiens, je te délègue la tâche de faire ceci ou cela, tu vas présenter le super programme ou le super projet sur lequel on travaille. » La personne peut être extrêmement valorisée. C'est pas pareil que d'avoir la responsabilité de conduire
la création du projet qui aboutira à une présentation. Délégation de tâches, délégation de responsabilités, des outils fondamentaux pour développer l'autonomie et donc développer l'intelligence collective et donc le bon résultat. Et la deuxième chose que les dirigeants d'entreprise oublient tellement, lorsque l'on est dirigeant, on n'est pas un expert. La première qualité pour moi d'un manager, j'imagine d'un chef d'orchestre, c'est de savoir s'entourer des meilleurs experts dans tous les secteurs dont tu vas avoir besoin pour composer ce que tu vas présenter à un public. Ça demande de pouvoir partager, ça demande d'être à peu près serein avec soi-même parce que les jeux de pouvoir se mettent en place. Si je donne trop de place à telle ou telle personne, est-ce que je vais finir par me faire manger, oui ou non? Mais on doit, en tant que dirigeant, s'entourer d'experts, d'expertises qui ont une délégation de tâches et de responsabilités. Sinon, on n'y arrive jamais et sinon, il y a toujours un cordon ombilical, même un petit peu invisible, qui ne permet pas d'aller chercher, on va dire, les plus grandes ou les plus belles performances. D'autant plus que l'on demande à nos managers, à nos dirigeants dans le monde de l'entreprise, de tout savoir, de savoir tout contrôler, de pouvoir avoir un avis sur tout. C'est un peu comme dans la société. On a un avis sur tout alors qu'on n'a aucun background historique de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on en est là. On est dans un monde VUCA, ça c'est, tu parlais de l'aviation, un monde volatile, incertain, ambigu. C'est l'US Army qui avait développé ça dans les années 90. Ce monde incertain, ambigu, volatile demande à ce que les responsables, femmes et hommes, puissent savoir qu'elles sont dans cet environnement-là, qu'elles ne doivent pas surjouer de penser, imaginer, tout connaître et tout maîtriser, donc de faire appel à ces experts pour pouvoir constituer une équipe qui, normalement, pourra être la plus performante. Ça, je pense que le monde de l'entreprise doit s'en inspirer. Ouais, tu vois ce que tu disais, Mathieu, évidemment, je suis forcément d'accord avec toi. Moi, il y a un procédé que j'utilise, même, je me suis rendu compte que le problème, j'ai remarqué dans certaines, pas partout, hein, généralisons pas, mais j'ai remarqué que parfois, quelqu'un monte dans une entreprise, devient chef, devient cadre supérieur, étant responsable, parce qu'il était un excellent opérationnel de terrain, et qu'il devient ensuite manager. Hein. On a vu ça souvent. Et on sait tous très bien que l'intelligence, que la compétence de la main et du métier ne fait pas forcément l'intelligence du manager. Et souvent, je suis intervenu dans des contextes comme celui-là. Et j'en ai retiré l'idée que quand on monte d'un cran, il faudrait avoir l'humilité de se dire qu'on ne sait rien, qu'on ne sait plus, qu'on désapprend complètement. Non pas qu'on a oublié, mais qu'on désapprend. On peut évidemment apporter un tutorat sur des gens qui peuvent avoir besoin de l'expertise que l'on avait, mais on ne doit pas agir comme ça en tant qu'expert. Et souvent, moi, dans l'orchestre, j'applique ça. Je suis plutôt un bon trompettiste. Honnêtement, je joue bien. Mais je ne cherche pas à montrer aux trompettistes de mon orchestre que je sais. Très souvent, je leur demande, quels que soient les musiciens, tu le jouerais comment ça? Tu peux nous le faire entendre pour que nous l'entendions? Et là, le musicien propose un truc. Et toi, tu le ferais comment? Je le ferais comment? Vous êtes d'accord si on joue la même chose que ce qu'a fait Didier, plutôt que Claude? Ok? On essaye ça? On l'essaye. Ça vous convient tous? Ok? On peut le jouer de cette façon-là? Ok, on y va. Je savais très bien que c'est là qu'on irait. Mais je m'arrange toujours pour essayer de faire en sorte que la suggestion vienne des gens, parce que ça les valorise, et puisque ça leur permet de prendre un petit peu plus de présence et de confiance dans l'orchestre. Et moi, je suis dans mon rôle, c'est-à-dire, ce que tu disais tout à l'heure, aller chercher des choses, et en dernier choix, il n'y a même plus besoin de le dire, trancher. C'est moi qui tranche. Mais on me propose des choses. Et si j'impose, je vais me couper de la bonne idée qui pourrait venir des gens. Donc, je fais venir les bonnes idées pour ensuite trancher. Et l'acceptation est sans doute totale. beaucoup plus Ça facile. change tout. Total. Bon, moi, je suis très déçue que Laurent soit pas venu avec sa trompette quand même. C'est vrai. Pour cette première. On T'es aurait pas dit. venu avec ton ballon, toi non plus? Non, mais on peut en faire semblant. On arrive à la dernière partie. Messieurs, Laurent, vous avez fondé le Duke Orchestra en 2003. Vous faites perdurer depuis l'héritage de Duke Ellington. Comment on dure encore 20 ans après? Ah bah ça, c'est le problème. C'est-à-dire que c'est facile de faire un coup, mais de gérer une carrière dans la durée, c'est le problème.
En fait, on essaye en permanence de faire du neuf avec du vieux. Voilà. On essaye comment dire, de mettre en scène un répertoire qui existait déjà avant nous, mais de créer les conditions pour que le public se dise mais c'est formidable ce truc-là. C'était depuis tellement longtemps, je ne connaissais pas. C'est le propre du jazz, hein, faire du neuf avec du vieux. Durer, c'est aussi le cas de Mathieu Heblin au Stade Français. C'est juste presque une carrière d'ovni. Aujourd'hui, ça n'existe plus, des joueurs qui restent aussi longtemps dans un club. C'est quoi les ingrédients qui ont fait que ça a marché aussi longtemps avec le Stade? Alors, ce qui a peut-être marché, c'est que quand moi qui suis né à Paris, je joue dans l'équipe de Paris, dans une période d'une équipe qui trust toutes les phases finales et tu joues avec les meilleurs, il faut franchement être con pour passer à côté de se dire peut-être que, évidemment, le terrain de jeu, c'est celui-là dans lequel il va falloir se réinventer, se mouvoir, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que avec la société, avant, les gens n'avaient qu'un seul métier. Maintenant, il y a plusieurs métiers. Les joueurs en 2024 se disent qu'ils vont avoir plusieurs clubs. À mon époque, c'était un peu plus normal de faire un ou deux clubs. Moi, ce qui m'a permis de pouvoir avoir cette longévité, c'est de croire, non pas que j'étais le meilleur, ça a été assez rapide, mais que j'étais dans un environnement qui était idéal pour que je puisse m'accomplir en tant qu'homme, vivre mon rêve et vivre une vie extraordinaire qui est difficile, dont il est difficile de se sortir quand elle s'arrête, parce qu'à la différence de toi, ça s'arrête, et donc il faut se réinventer totalement. Et quand à 35 ans, tu t'es dit que tu as vécu le rêve de ta vie, les années peuvent paraître longues, c'est des choses moi qui sont toujours compliquées, que je dois encore travailler, sur lesquelles je dois pouvoir consolider pour pas faire de bêtises ou pour pas chercher quelque chose qui serait le mauvais objectif, puisque ce qu'il y a à chercher, c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Donc cette capacité à durer, c'est aussi, et là ça me concerne moins, mais parce que j'ai moins d'habileté intrinsèque, d'avoir, je crois, un très gros mental. C'est ce qui m'a beaucoup épuisé. Et c'est pour ça que depuis que j'ai arrêté, j'avais 33 ans, j'en ai 47, ça fait 14 ans, j'ai une sensation un peu de fatigue, un peu chronique. Mais parce que j'ai vraiment engagé beaucoup pour pouvoir réussir à durer. Et dans le monde du sport, dans la musique, j'imagine qu'il doit y avoir aussi une certaine discipline. Il y a ce qu'on appelle les gammes. Moi, j'étais lanceur. Donc, même à 33 ans, tu dois continuer, quand tu es en fin de carrière, à faire tes gammes et lancer. Il y a, je crois, une manière de pouvoir prendre que la technique prenne le relais sur le physique. Donc, peut-être que pour les musiciens, c'est pareil. En tout cas, dans le monde de l'entreprise, la technique, les expériences des différentes situations doivent pouvoir prendre le relais sur le stress ou l'engagement physique que tu mets dans mener, conduire un projet. Et en dernier lieu, il y a, je pense, dans la vie de tous les jours, évidemment, prendre soin de soi, en termes de nourriture, en termes de boissons, en termes de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Dans le monde de l'entreprise, il y a un sujet qui coûte à la société des milliards et des milliards et des milliards d'euros, parce qu'il n'y a pas de grande campagne de prévention sur les postures que les gens doivent avoir, qu'elles soient les personnes sur des métiers de pénibilité évidemment avérés, ou qu'elles soient assis sur des bureaux. Et je pense que c'est de la responsabilité des entreprises et des dirigeants que de mettre en place toute cette sensibilisation à l'activité physique, ou en tout cas au prendre soin de sa posture. Et les musiciens, pour avoir un frère musicien qui est batteur, donc très sollicité au niveau des membres supérieurs, en termes d'articulation sur les épaules, les omoplates, les cervicales, les coudes, les poignets, c'est du très haut niveau et ils sont très abîmés. On se prépare physiquement aussi quand on est musicien? Et oui, et parfois on gère la douleur. Figurez-vous que depuis 6 mois, j'ai une capsulite ici à l'épaule, et donc j'essaye de diriger à l'intérieur de ma zone de douleur. Et oui, en ce moment, je suis en traitement pour y régler un problème. Bon, c'est pas très grave. Mais inflammation donc de l'épaule, je vous donnerai vos anti-inflammatoires. D'accord. Mais Mathieu, il y a quelque chose qui résume tout ce qu'a dit Mathieu. C'est extraordinaire, et on a ça, même chose. Comment on fait pour durer? Mathieu, il nous a expliqué que tout tourne autour de la connaissance de soi et du bon jugement sur soi-même. Mathieu, il nous a dit tout à l'heure,
Moi, j'étais talonneur, mais pas un talonneur costaud, un talonneur véloce. Mathieu, je suis certain qu'il a mené sa carrière, il a mené sa barque, j'allais dire, au milieu des adversaires et avec ses partenaires, avec une grande intelligence de l'adéquation entre ses capacités mentales et physiques euh, pour, 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 pour jouer juste. Mathieu, il a joué juste. Il ne s'est pas pris pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas allé dans les crampons, des chaussures à crampons de quelqu'un d'autre. Il a essayé de trouver ce pourquoi il était fait. Et moi, je crois vraiment que la meilleure façon de durer, c'est de ne pas se tromper de qui on est, ce pourquoi on est fait. Et ça n'empêche pas de progresser au maximum, mais de ne pas se mentir, quoi, d'être en harmonie avec soi-même pour toucher ses zones de force. Parce que c'est de cela dont on parle toujours. Merci beaucoup, messieurs. Je crois que vous avez trouvé des terrains d'entente, hein. On a Ouais. vu que le vocabulaire se croise au long de cette interview. Merci beaucoup d'avoir Merci à vous. participé à ce C'est premier numéro de Start and Talk. Pour celles et ceux qui en veulent encore plus, on va placer maintenant au tac de Start and Talk. Et pour les autres, à très vite pour une rencontre peut-être improbable, mais qui est rendue possible par les équipes de Start and Play.